On va vous présenter un petit film parce on avait invité Elodie et Louis Dransart, les parents de la petite Andrea qui nous a quittés au mois de mai dernier, qui étaient en introduction de notre colloque l'année dernière et qui sont les mieux placés pour parler du répit puisqu'ils développent sur la côte d'Opale un tiers-lieu de répit et des gîtes adaptés en milieu ordinaire. Ils ne pouvaient malheureusement pas être avec nous aujourd'hui parce ils sont très demandés et qu'ils étaient sur un autre événement. En revanche, voilà, il vous adresse quelques mots et voilà, je vous laisse découvrir le témoignage d'Élodie. Alors déjà, les Bobos à la ferme, c'est un lieu de répit, c'est un tiers-lieu qui a été créé par des aidants pour des aidants à la Madeleine sous Montreuil en Côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais, près de Montreuil-sur-Mer et du Touquet. C'est un lieu sur lequel on vit. On a notre maison avec notre famille. Il y a 4 gîtes qui sont labellisés tourisme et handicap, une salle multisensorielle Snows-Hélène et une salle Handi Balnéo. On organise des séjours de vacances pour tous, mais également et particulièrement des séjours adaptés pour des familles qui sont touchées par la maladie ou le handicap d'un proche, quel que soit son âge, quel que soit son lieu d'habitation, et on est ouvert toute l'année. Le projet a fort évolué face à la demande des familles et finalement à la communauté qui s'est agrégée au tiers-lieu des Bobos à la ferme. C'est devenu un lieu de vie sur lequel il y a énormément d'événements qui sont organisés toutes les semaines. Au-delà du répit, on prône un droit aux vacances pour les familles qui accompagnent un proche dépendant, quelle que soit cette dépendance. Euh, les familles aidantes doivent pouvoir partir en vacances comme tout un chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, chaque Française et Français a droit à 5 semaines de congés payés par an. Ce n'est pas du tout le cas pour les familles aidantes. Déjà, il y a un clivage dès lors que l'on parle de répit, dès lors qu'on ne parle plus de parents, mais qu'on parle de parents aidants, dès lors que pour accéder à des vacances, il faut remplir des dossiers administratifs, il faut payer un surcoût handicap, il faut avoir une charge administrative, financière et mentale bien plus importante que tout le reste du monde. Et ça, c'est pas acceptable. Il y a énormément de freins pour créer un lieu de répit en milieu ordinaire, parce que c'est la spécificité des Bobos à la ferme. Aujourd'hui, le répit est financé en France en établissement médico-social. Les Bobos à la ferme, c'est un milieu ordinaire. On n'a pas d'agrément établissement et services médico-social. Donc, la première difficulté, je dirais, c'est déjà de trouver les fonds pour pouvoir créer un lieu adapté, parce qu'évidemment, c'est plus onéreux de créer un lieu qui est aux normes tourisme et handicap. On ne peut pas tout miser sur les finances, il faut miser aussi sur l'humain. Et ensuite, je pense qu'il faut tenir au long cours. C'est-à-dire que les Bobos à la ferme, pour l'instant, on n'a aucun financement pérenne. Il faut faire en permanence des dossiers de demande de subvention, des bilans intermédiaires, des bilans finaux. On croule sous l'administratif et je dirais que ça aussi c'est psychologiquement très lourd et plus on veut rester auprès des familles et donc être au plus près des besoins et du terrain, plus il faut se dégager du temps et c'est très difficile si on est seul à tout gérer. On est accompagné par l'ANCD, l'Agence nationale des chèques vacances, pour le développement et l'essaimage des bobos à la ferme. Et donc là, on est en train de créer une formation pour les porteurs de projets. L'idée, c'est que ce soit un accès gratuit à tous les porteurs et porteuses de projets. On programme une formation sur site du 2 au 6 décembre. Voilà donc pour la vidéo des bobos à la ferme. Pardon, excuse-moi. Hop là. Et donc pour cette table ronde, donc, il va aborder la question donc des freins, en fait l'émergence difficile du répit en France. On va parler des freins, on va parler des freins internes, c'est-à-dire des freins qui concernent les familles elles-mêmes pour avoir recours au handicap, mais également des freins externes, comme ceux qui sont évoqués par les bobos à la ferme et que d'autres personnes connaissent également. Et donc pour cela, nous avons 3 invités. Donc Marie Jolin, donc, qui est psychologue et aussi directrice donc, du LIAMSI, qui organise des solutions d'aide psychologique à domicile et aussi à distance.
et qui fait partie du réseau Baby Safe. Et donc, il évoquera avec nous les liens internes, en fait, qui sont liés aux familles. On donnera ensuite la parole à Nadine Maudet, qui est donc vice-présidente de l'UNAPI, donc la plus grande association, je pense qu'on peut le dire, de France, de parents et de familles militantes qui développent des solutions donc dans le monde du médico-social. Et pas que. Et pas que, oui, en tout cas, voilà, qui pourra aborder sur cet angle-là les solutions qui sont apportées. Et donc Jean-Baptiste Kerr, qui donc est éducateur spécialisé et a monté une plateforme pour pouvoir offrir aux familles la possibilité d'être accompagnées par des professionnels de la relation d'aide, et pas seulement des éducateurs spécialisés, en libéral, en complément des accompagnements qui sont proposés dans les établissements médico-sociaux. Et on démarre par Nadine Maudet. En Nadine fait, qui on démarre. avait D'accord, changé tout à l'ordre fait. avec son témoignage de maman. Oui, alors bon, d'abord je voulais témoigner effectivement parce que vous avez commencé par pardon. À chaque table ronde, vous avez souhaité donner la parole à des parents, donc je vous en remercie. Pour compléter le tableau de ce matin, parce que je ne voudrais pas qu'on répète les mêmes choses, moi je voudrais quand même dire que ce qui nous caractérise, nous parents, c'est qu'on a une capacité à être extrêmement fiers de nos enfants. Et bon, on l'a mis dans l'enquête qu'on a pilotée au niveau de l'UNAPI. C'est cette question qu'on a posée à tous les parents, malgré les difficultés qu'on ne va pas répéter. Il y a quand même cette capacité. On vit avec un fluo toute notre vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque réussite, mais c'est une joie qui comble. Alors, je ne vais pas dire toutes les difficultés, c'est pas ça, parce qu'il ne faut pas faire un tableau idyllique de l'handicap, ça serait faux. Mais par contre, qui pour les entreprises que vous êtes, sont quand même quelque chose qui est valorisable. C'est-à-dire que ça donne du sens à une vie, mais c'est aussi une capacité. Alors maintenant, on appelle ça une capacité de résilience, mais cette capacité à voir les réussites. Moi, je peux vous donner un exemple concret. La première fois que ma fille a fait sa première tournée de lessive, je crois que j'aurais pu faire un article dans la presse, quoi. Mais mes autres enfants, quand ils ont su faire leur première tournée de lessive, je ne sais même pas quand c'est arrivé. Enfin, tous les succès sont vraiment sont fêtés par nous. Et donc, voilà, je voulais quand même rajouter aussi cette capacité des aidants à cette caractéristique, en plus du courage, évidemment, et de la ténacité sur le long cours. Alors, vous vous demandez de parler du répit, donc je pense que d'abord, il faut, et pour se reconnaître en ayant comme parents aidants, et comme parents ayant besoin de répit, je pense qu'il faut être dans une logique de travailler avec d'autres. Moi, je dis toujours aux parents, j'en rencontre beaucoup, que leur job, c'est pas seulement de s'occuper de leur enfant, mais c'est aussi d'instaurer des relations de confiance avec tout l'écosystème. Parce qu'il y a du monde. On est quand même un pays où il y a du monde. Il y a des éducateurs, il y a des psychologues, il y a des orthophonistes, il y a des ergothérapeutes. Enfin bon, il y a beaucoup de monde qui sont là pour nous aider, pour aider à porter le handicap. Et il faut créer cette relation de confiance qui est nécessaire et qui doit être réciproque. Parce que sans cette relation de confiance, on s'isole, on s'enferme dans notre douleur, dans notre colère. Et en fait, qui porte après le poids de ces sentiments négatifs qu'on peut avoir, c'est l'enfant en situation de handicap qui va porter le poids de ce que le parent ressent à son égard. Et ça, je trouve c'est fort injuste, parce qu'eux, ils ont apporté leur handicap, mais ils n'ont pas apporté, nous, notre incapacité ou notre difficulté à accepter cette situation et la transformer. Et ça, je pense que les professionnels sont là pour nous aider. Ils sont là pour faire des relais. Enfin, moi, je suis comme par rapport à la table ronde de ce matin, je trouve que les psychologues, les éducateurs, enfin les orthophonistes, enfin tous ces métiers-là sont des métiers pour lesquels, eh bien, heureusement qu'ils sont là. Parce qu'en fait, sur toute une vie, moi, je ne connais pas un seul parent qui tienne sur une vie sans avoir des professionnels à côté. Parce que si on s'enferme, c'est pas seulement... il y a un risque de maltraitance, d'énervement. La maltraitance, c'est pas taper sur son gamin. La maltraitance, c'est l'épuisement. Et donc l'épuisement, ça conduit à des comportements qui sont pas forcément au top. Et puis les enfants grandissent, ils deviennent adolescents, ils deviennent adultes. Eh bien, désolé, voilà, moi concrètement, ma fille, elle n'a pas besoin que tout passe par moi. Quand elle a des choses qui lui sont personnelles, quand elle a aussi une vie affective, voilà, c'est pas sa mère, j'ai
pas besoin de tout savoir, hein, ni à son père, ni à ses frères et sœurs. Elle a besoin d'espace où on n'intervient pas, nous, en tant que parents, aidants, famille. Voilà, donc je voulais rajouter ça à la tonalité. Après, bon, je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'on est là pour parler du répit et des freins au répit. Alors, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites. Les freins internes, vous allez certainement reparler. Les freins administratifs, hein, on est dans un système où les politiques publiques se construisent sous forme de millefeuilles. Alors c'est bien parce que chaque fois qu'on gagne quelque chose au niveau de l'UNAPI, nous on fait partie des personnes qui rajoutent les millefeuilles puisqu'on essaye toujours de défendre les droits et obtenir des choses. Et forcément, ça complexifie les politiques publiques et donc après l'accès aux droits. Mais ce qui est important quand même pour les parents aidants, et même dans vos entreprises, même aussi pour tous ceux qui représentent l'ensemble de l'écosystème, c'est important de ne pas parler parler d'accès aux droits. C'est très important parce que les familles ne vont pas forcément vont peut-être avoir des difficultés à se dire, eh bien, j'ai besoin d'une assistante sociale, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à faire les papiers. Mais par contre, quelqu'un qui me permette d'accéder à mes droits et qui me simplifie la vie pour accéder à mes droits, ça me semble très important. Donc, il ne faut pas oublier que c'est quand même des droits. On est dans la solidarité nationale. Il y a aussi la solidarité familiale. Mais quand même, on est dans un pays où le handicap alors, bon, j'espère qu'on va continuer dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire que le handicap soit porté et par les pouvoirs publics et les acteurs de droit commun, évidemment, hein, que sont les entreprises et les organismes, tous les organismes qui sont ici. Mais c'est important quand même que les politiques, les familles soient dans cette démarche d'accéder aux droits. Et comme c'est complexe, le répit en fait partie. Le répit fait partie des choses pour lesquelles l'accès est compliqué parce qu'il est complexe, parce que les droits se sont juxtaposés et se sont pas forcément simplifiés. Donc, dans les raisons, il y a d'abord se reconnaître en tant qu'aidant, hein, se reconnaître le répit. Alors moi, j'ai repris la définition parce que je trouve que c'est quand même important. Et vous allez comprendre sans doute pourquoi le répit, on a des fois du mal en tant que parent. C'est une pause entre, c'est le dictionnaire, hein, ce que je dis. Hein. Le répit est une pause entre deux situations intolérables. Donc voilà, bon, vous comprenez pourquoi dans les freins, bah oui, est-ce que j'ai besoin de me reposer de ma fille ? Ben non, j'ai pas besoin j'ai pas besoin parce que je ne me vis pas dans une situation intolérable. Donc bon, c'est pour ça que c'est quand même important de mettre les justes mots. C'est pour ça que ça a bien été redit que le mot les organismes qui représentent les familles aiment mieux le mot relais que le mot répit. Mais enfin, on va pas se battre sur les mots puisque c'est le mot qui est reconnu par tous. Donc dans les freins, c'est de se reconnaître comme en ayant besoin. Dans le deuxième frein, c'est quand même de trouver les bons organismes qui nous permettent de trouver les financements. Hein. Donc pour les enfants, puisque là on est sur les enfants hein, quand même, hein, votre sujet c'est quand même sur les enfants, la CAF a des moyens financiers pour aider le répit. Hein, donc pour que ça puisse se mettre en place. Après, il y a du reste à charge. Donc là, évidemment, vos organismes peuvent compléter, mais il y a déjà quand même, il faut d'abord commencer par les droits qui ont été obtenus, hein, c'est important, et que ça soit complété. Par contre, ce qui est important, c'est que ça ne multiplie pas les dossiers administratifs. C'est pas parce qu'on a une aide de la CAF, s'il faut faire une demande à l'ANCV, après une demande près de sa mutuelle, après une demande près de sa commune. Bon, après, on se dit, bah non, moi je pars pas en vacances. Hein. C'est quand même beaucoup plus simple qu'elles viennent avec nous en vacances. Hein. Enfin, faut reconnaître la difficulté. Après, dans les autres difficultés, au niveau du financement, c'est qu'il y a souvent un reste à charge. Hein. Et donc ça, les financements publics sont limités dans le temps. Bon, on va voir, vous allez certainement en parler, mais dès lors qu'on veut avoir un prestataire, alors c'est vrai qu'un enfant qui pose pas de difficultés, on peut faire appel à des gens qui sont de l'aide à domicile. Là, j'ai vu qu'il y avait une association qui travaillait avec des bénévoles. C'est possible quand l'enfant n'a pas de difficultés majeures. Il faut aussi savoir qu'il y a des enfants et des adultes pour lesquels il faut un professionnel qualifié. Hein, moi, j'ai une maman qui disait, moi, je ne peux pas, parce que l'aide à domicile, il n'y a personne qui est qualifié. J'ai toujours peur qu'elle fasse une fausse route, et donc, je n'ose pas faire appel. Mais aussi, enfin, vous êtes éducateur, vous allez certainement en parler, il y a par exemple, dans l'autisme, il faut savoir avoir un comportement, enfin, c'est professionnel. Il ne faut pas nier le fait que les éducateurs, s'ils font 3 ans d'études, c'est pas pour rien. Donc, des fois, ce sont des professionnels. Et là, c'est pas seulement du bénévolat, c'est pas seulement de l'aide à domicile. Et là, se pose le problème du financement. Hein. Et donc,
Et alors, un autre élément sur la difficulté aussi de mettre en œuvre le répit, c'est qu'il y a les aides à domicile, mais il y a aussi des familles qui ne souhaitent pas que ça soit. Il y a des familles qui souhaitent que ça soit à domicile parce que il ne faut pas que la personne handicapée change de cadre. Mais il y a aussi des familles pour lesquelles, moi je me rappelle, il y a une maman qui me disait, moi, mon lieu de famille, on travaille toute notre vie avec des professionnels, ma famille, ma maison, je veux la garder. Je veux la garder, je veux pas qu'il y ait de professionnels, j'ai d'autres enfants, je veux que ça reste une maison où il n'y a pas de professionnels qui rentrent. C'est légitime, hein, dans nos maisons, on n'a pas forcément envie d'avoir tout le temps du monde qui sont des professionnels. Donc je pense qu'il faut aussi des structures, il y a du handicap lourd, il faut quand même pas l'oublier. Et là, il faut faire appel à du médico-social pour permettre aux familles de pouvoir avoir du relais, parce qu'il faut que les personnes soient en confiance. Donc, et la confiance, elle se crée souvent grâce au professionnalisme. Donc voilà ce que je peux dire sur les... Je vous passe la parole peut-être. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on va passer la parole à Marie. Et donc l'idée, c'est effectivement d'évoquer aussi, là on a vu qu'il y a beaucoup de freins et beaucoup de situations complexes et qui sont différentes, mais malgré tout, il y a aussi des points communs dans les difficultés que peuvent avoir les familles à accepter cette notion de répit. Oui, alors donc moi je suis psychologue et puis je suis à l'initiative d'une association qui milite pour l'accès aux soins psychiques. Donc on va à domicile et on accompagne aussi donc des familles et des aidants. Et donc nous sommes partenaires de BabySafe bien sûr parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur comment accompagner les aidants et aussi donc des parents qui sont aidants. Donc je vais un peu étayer mon propos. Je ne pense pas faire une liste exhaustive de tous les freins psychologiques. Je serais très humble par rapport à ça. Mais peut-être donner quelques points. Parce que comme vous le pointez du doigt, il faut une collaboration, c'est certain, avec les familles. Mais il faut aussi du coup que les professionnels sachent aussi accompagner, il me semble, les familles. Donc je me suis dit que j'apporterais quelques trucs et astuces, selon moi, pour accompagner au mieux les parents aidants, parce que j'ai à cœur de faire ça. Quand vous m'avez posé la question, je me suis dit, oh là là, par où je vais commencer. Et puis, alors nous, c'est notre cœur de métier parce qu'en effet, on accompagne des aidants. On va bien sûr être l'espace d'une décharge émotionnelle, mais on est psychologue, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent soutenir et accompagner des parents aidants, la famille en premier lieu, des associations, enfin voilà, plein de choses. Et c'est vrai que nous, on va rencontrer des situations parfois complexes. Et donc, on a été amené à s'interroger, encore une fois, sur comment traiter de l'anxiété, traiter aussi de l'épuisement. Et on sait en effet que le répit est une clé pour ça. Comment amener les gens à pouvoir parfois déléguer et s'interroger également. Alors, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui, moi, m'aide parfois à penser des situations. Ce sont les déterminants de santé. Et donc, je me suis appuyée sur ce qu'on appelle la littératie en santé, qui va présenter les motivations et les compétences des individus, donc du sujet. Pour accéder, la littératie en santé, ça présente toutes ces motivations et ces compétences, puisque l'objectif, c'est donc d'accéder, on en a parlé pas mal, de comprendre, d'évaluer et d'utiliser l'information que la personne, enfin, à laquelle la personne a accès pour prendre des décisions pour sa santé. Donc ici, on a envie tous de dire, mais oui, le répit, c'est très bien. Mais quels sont les processus, finalement, au cœur de cette prise de décision pour ma santé ? Alors, on l'a dit, la première chose, c'est d'accéder à l'information. Donc, la première chose, c'est d'être parent aidant. Bon, là, en ce moment, les politiques mettent le paquet dessus, je crois. Et puis, c'est aussi d'accéder à l'information. Et après, ça va être de la comprendre, cette information. Et l'une des premières choses, moi, souvent, des gens qui viennent nous voir au cabinet, c'est je suis noyée sur toutes les informations. Je ne sais pas par où commencer. En plus, je n'ai pas vraiment besoin d'aide. Parce que moi, je suis parent, c'est naturel. Je ne sais pas par où commencer. Donc, il y a aussi comprendre l'information et comprendre comment elle va m'être utile à moi dans tous ces dispositifs. Bien sûr, parfois, il y a aussi des manques. Bien sûr, vous l'avez dit, de répit et de dispositifs. Mais voilà, ça, vous le développerez bien mieux que moi.
Et après, il y a cette manière dont je vais évaluer, je vais utiliser l'information. Et là, il peut y avoir c'est vrai, davantage de freins et des freins psychologiques. Il y a quelque chose qui fait que quand on devient aidant, et j'aime bien Christophe Fauré pour ça, qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'aidance, il parle du plan de bataille. Ça vous parle? On a beaucoup parlé de guerre ce matin. Ah, bon, écoutez, j'étais pas là, mais vous voyez, ça tombe bien. Ça m'aurait parlé. En fait, il vulgarise ce qu'on appelle, nous, psychologues, l'idéal du moi. Alors, c'est quoi? C'est toutes les croyances, toutes les valeurs, toutes les représentations qu'on peut avoir pour accompagner son enfant, et là, face à la maladie. Alors, la première chose qu'on rencontre par rapport à des parents qui sont aidants, c'est qu'ils ont bien sûr un idéal et des représentations déjà en tant que parents. Et donc, il y a toutes ces représentations que nous avons, tout à chacun, de ce que c'est qu'une bonne mère, qu'un bon père, qu'il va falloir mettre au travail par rapport à notre éducation, et nos pensées, nos émotions, nos expériences, et qui va vraiment définir déjà nos manières d'agir. Et au-delà de ça, il y a en effet de cerner ce qui relève de l'aidance. Et par rapport à la maladie ou au handicap, quel est ce plan de bataille? Quelle est la chose qui m'anime le plus? Est-ce que, en tout cas en ce moment, est-ce que ça va être je veux absolument que mon enfant soit protégé, soit soigné, c'est essentiel, de lutter bien sûr contre la maladie, voire de l'éliminer. Et tout ça, il faut mettre à jour. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que quand on est parent, et d'autant plus parent aidant, on a envie de bien faire, mais on a toujours le sentiment qu'on ne fait pas assez, et pas suffisamment. Et ça va dans cette idée. Et ça, ça va générer l'écart entre l'idéal sur lequel je me projette et la réalité. Ça va générer ce qu'on appelle la culpabilité. Cette culpabilité, on en entend beaucoup parler, et nous, en tant que psychologues, on ne s'alarme pas quand on entend la culpabilité. C'est désagréable, c'est une émotion désagréable, mais c'est aussi un signal. C'est aussi quelque chose qui va m'être moteur pour moi. C'est quelque chose qui fait que je suis dans l'empathie. La culpabilité, c'est ce qui fait qu'on répare, qu'on fait quelque chose. Elle devient plus embêtante quand elle devient trop importante. Et il va falloir lui donner du sens. Et donc, en tant que psychologue, et dans les freins, ça va être quand même quelque chose. Parce que parfois, elle va bloquer. Elle va pousser à s'isoler, comme vous dites. Elle va faire que j'ai envie de cacher un certain nombre de choses. J'ai du mal aussi à déléguer. J'ai du mal à en parler, etc., etc. Parce que c'est à moi de... Je pense que c'est à moi de faire aussi. Il y a tout un ensemble de choses qui se mettent en place. Il y a aussi quelque chose qui est que pour faire confiance, c'est joli, mais ça dépend de la manière dont je suis en relation avec les autres. Et ça a à voir aussi avec nos propres configurations de l'attachement. On ne confie pas déjà quelqu'un de vulnérable à n'importe qui. Ça va être essentiel, bien sûr. Mais même, ça va dépendre aussi de nos propres attachements, la manière aussi dont nous-mêmes on s'est occupé de nous, et la manière dont on a envie aussi de s'occuper de son enfant. Donc il y a des gens qui vont être dans ce qu'on appelle l'attachement plutôt sécure, qui vont faire confiance, qui vont savoir à un moment donné chercher la bonne personne, qui savent qu'elle existe, par exemple, la bonne personne, ou le bon dispositif. Il y a d'autres gens qui sont plus ambivalents là-dedans, dans cette question d'attachement, et qui vont parfois faire attention, mais ils sont plutôt préoccupés, et c'est pas évident. Puis après, il y a des gens même qui sont évitants, et qui vont jamais rien, pas faire confiance, et ils vont d'autant plus avoir du mal à déléguer. Voilà, donc ça, c'est vrai que ce sont des freins. C'est des freins en tant que psychologue qu'on entend, qu'on accompagne, pour réussir à s'autoriser. Hier, j'animais encore un groupe avec des aidants, et ils me disaient s'autoriser à... et une dame, une des participantes disait, en fait, j'ai réussi à m'autoriser. C'est plutôt moi qui ai compris qu'elle avait réussi à s'autoriser, aussi parce que elle a pu aller, comme vous le disiez, sur des groupes, on le disait tout à l'heure, il y a tout un ensemble de choses sur le répit, un groupe d'art-thérapie, parce que c'était à l'attention des aidants, et ça lui a parlé. Parce qu'elle avait tout à fait les moyens d'aller sur une art-thérapie, aucun problème, à titre personnel, et de le payer. Mais un, c'était gratuit, et deux, c'était autorisé pour les aidants.
socialement, là, elle avait du temps consacré et c'était bien nommé que c'était pour elle. Parce que c'est dans le principe d'accompagner aussi, et c'était nommé ainsi. Et donc il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une reconnaissance qui fait que c'est important, symboliquement aussi, de l'entendre et le faire. Alors il y a pas mal de mécanismes de défense qu'on peut tous mettre en marche, en fait, quand on a une situation difficile. Et c'est vrai que là, on est tous inégaux, déjà par rapport à l'enfant qu'on accompagne, qu'on soutient, qu'on aime. Il peut y avoir beaucoup d'hyperprotection, il peut y avoir beaucoup de fusion parfois. On peut aussi imaginer beaucoup ce que pourrait penser l'enfant ou l'adolescent, qui pourtant commence à prendre de l'autonomie. Bien sûr, il y a des degrés dans tout ce que je dis. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, qu'en effet, on est très fiers des enfants, et c'est vrai qu'il faut souligner les capacités aussi des enfants. Et parfois, il faut pouvoir aussi en prendre conscience. C'est pas évident, il me semble, comme vous l'avez dit, d'un seul coup, la machine à laver, vous nous donnez cet exemple, prendre conscience qu'en effet, il y a des possibles, qu'il y a une étape, qu'il y a quelque chose. Parfois, il faut être accompagné par rapport à ça. Et c'est important pour l'estime d'eux-mêmes. Parfois, les professionnels vont un peu plus vite que les parents. Mais en fait, souvent, je leur dis, mais c'est comme tout parent. Je vous donne un exemple basique. En venant ici, je me suis dit, il faut que je trouve des exemples aussi. Mais je me suis dit, un enfant, mais vraiment, qui va à l'école, tout enfant, il range sa chambre, il range son bureau, il range avant de partir de la classe. Ah oui. En revanche, à la maison, on régresse tous un peu. Et les enfants en premier. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'ils ne savent pas faire. Voilà. Donc ça, c'est aussi de pouvoir éveiller un peu les consciences parfois. Donc ça, c'est tout ce qui peut se mettre en place aussi par rapport à l'enfant qui va être accompagné. Et puis il y a parfois aussi par rapport à soi. Et moi, je rencontre aussi des gens qui me disent mais Marie, en fait, je suis dans l'agir, je fais. Ça a du sens aussi parfois d'être dans l'agitation même. Parce que ça évite de penser. On a le sentiment aussi qu'on maîtrise la situation. Et c'est pas toujours évident de lâcher et de se dire je vais avoir accès à du répit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce répit? Et puis parfois, moi j'entends aussi, mais c'est super, vous me proposez peut-être là 5 jours, 6 jours, mais ce sera pas suffisant. Alors comment je vais faire? Voilà. Donc il y a tout ça qu'il faut bien sûr mettre au travail, essayer de comprendre en fait les besoins, mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ce qui est le mieux à ce moment-là. Et donc on travaille à 2 niveaux. Dans cette question de la relation d'aide, il y a toujours 2 niveaux selon moi. C'est qu'il y a une question vraiment, vous l'avez évoqué, de charge mentale, l'organisation. Donc on va essayer de voir en effet comment on s'organise, cognitivement. Mais on peut le faire. Les travailleurs sociaux le font très bien aussi, et plein d'autres gens. Finalement, qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce qui n'est pas trop important pour moi, que je pourrais déléguer? Quels sont mes besoins aussi pour m'autoriser? Parce que ça, c'est important de les entendre, et vous l'avez pointé du doigt également. Et puis après, il y a la charge émotionnelle. Personnellement, qu'est-ce que ça me fait également que cette situation? Comment traiter de ma fatigue, qui est une fatigue physique, mais aussi une fatigue psychologique? Parce qu'il y a toute cette notion de responsabilité, et puis pas uniquement émotionnelle. Les gens vous disent, mais en fait, ça va vous paraître anodin ce que j'ai vécu, mais qu'est-ce que c'était lourd en fait. Voilà, donc une fois que nous, on a pu aussi travailler sur tous les points déjà que je vous ai évoqués là, il y a aussi le choix de l'aide aussi, de savoir accepter, la question de l'intimité, faire rentrer, vous l'avez très bien pointé du doigt, quelqu'un à son domicile, c'est accepter aussi de montrer son intérieur. Il y a des gens, ça ne convient pas, alors il va falloir trouver autre chose, du collectif, faire confiance à l'extérieur, enfin voilà, c'est là où il faut qu'il y ait une pluralité, mais... J'arrive du coup sur tous ces petits trucs et astuces en tant que professionnel, s'il y en a dans la salle. Moi, il y a une chose que j'ai apprise et que j'apprends du coup aux psychologues du collectif du Lien Psy. Il faut d'abord passer par du concret, du quotidien. C'est là la chose qui est difficile. Et on parle déjà de soi quand on en parle parce que c'est chargé émotionnellement. Et puis après...
il va falloir aussi anticiper le répit. C'est d'en parler progressivement. Je suis toujours surprise dans des groupes de parole d'aidants de m'apercevoir qu'on répète et on répète des dispositifs parce qu'en fait, ils ne sont pas arrivés au bon moment pour telle personne. Et en fait, il va falloir anticiper. Et c'est parce que plein de professionnels, mais aussi la famille, parce qu'il y a des gens qui vont m'évoquer des choses que je vais pouvoir aussi m'en saisir au moment et au bon moment. Il faut écrire. Il y a trop d'informations. Là, encore l'autre jour, quand on voit tous les interlocuteurs qu'il y a, mais on est perdu quand on commence. Voilà. Et ça va être un objectif. Le lien psy va s'y mettre. Écrire, synthétiser, voir un peu quels sont les acteurs. Voilà, pour essayer de ne pas être autant noyé et trouver les besoins. Les besoins pour l'enfant. Qu'est-ce que je peux déléguer par rapport à ces besoins, mais également les besoins pour soi. Il y a quand même, dans la notion de ressources psychiques, l'idée, c'est pas uniquement de prendre des vacances, c'est essentiel, je dis pas, mais 15 jours dans l'année. Hein. C'est aussi de se ressourcer au quotidien. Ça, toutes les études le prouvent. C'est parce que je vais avoir une action au quotidien, même 10 minutes pour moi, pour avoir une action, pour me ressourcer, juste pour moi, eh bien ça va pouvoir aider. Faciliter l'orientation. Il y a les dossiers administratifs, mais rien que réorienter, appeler en amont, ça c'est primordial. Pour faire confiance aussi, mais pas uniquement parce que face à l'épuisement, vous m'en ajoutez encore. En fait, moi, c'est ce que j'entends souvent. C'est-à-dire que le petit grain de sable, quand je suis épuisée, ça devient une montagne. C'est pas possible. Et puis, même au-delà de l'épuisement, en fait. Faciliter l'orientation, c'est appeler, c'est donner des coordonnées, mais c'est appeler pour qu'on soit rappelé. Nous, au lien psy, on rappelle. Et puis, lister les critères pour faire confiance. Parce que je me suis dit, bah oui, parfois, comme tout à chacun, hein, quand il y a quelqu'un de vulnérable, voilà, il va falloir les lister, ces critères, pour pouvoir collaborer. Et rappeler aux professionnels, les professionnels, ils sont très compétents dans leur domaine, mais ils ne connaîtront jamais l'enfant comme son parent le connaît. Le petit geste qui veut dire j'ai soif. Alors, moi, je fais beaucoup d'analyse de pratique de soignants. Et je leur dis non, dites pas, mais moi je suis professionnelle, je sais. Mais non, vous connaissez pas les habitudes, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça, il va falloir le faciliter, parce que certains professionnels, et parfois les parents, ils n'y pensent pas. Donc voilà, leur indiquer faites la liste de ce qui est important pour vous, des petites choses où vous êtes inquiet, parce que vous vous dites il va avoir soif, il va pas réussir à le dire. Voilà, et de quelle manière. Voilà, quelques petits trucs et astuces. Alors, il y en a peut-être plein d'autres et on échangera avec la salle, volontiers. Mais voilà peut-être les points clés, si ça vous a paru cohérent. Super. Merci beaucoup, Marie. On a parlé des freins internes et on voudrait passer la parole à Jean-Baptiste parce qu'on voit pour les bobos à la ferme aujourd'hui qu'il y a un modèle tout à fait innovant en fait, de répit en milieu ordinaire qui permet de lever un frein aussi parce qu'il y a un frein pour les familles, c'est aussi le type d'accueil. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à mettre leurs enfants dans le milieu médico-social s'ils ne sont pas accueillis habituellement dans ces lieux. Donc les bobos à la ferme, ils ont à faire face, ils proposent une solution, mais ils ont des problèmes de financement. Et on a beaucoup de parents, on l'a vu ce matin dans l'enquête qu'on a fait, on a 2/3 des parents qui ont des accompagnements en libéral. Et sur ces accompagnements, on a parfois des financements, d'autres fois pas de financement. On a des sujets spécifiques comme effectivement les troubles neurodéveloppementaux où on a vraiment besoin d'accompagnement par des éducateurs spécialisés. Et je voudrais donner la parole à Jean-Baptiste Kerr, parce que sur ce sujet-là, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le grand besoin des familles et la difficulté qu'on a en réalité à mettre en place ces solutions, parce qu'il y a des freins réglementaires et beaucoup de freins externes aussi. Tout à fait. Je vous remercie de l'invitation tout d'abord. Moi, en ayant préparé la discussion avec vous et en vous écoutant, c'est vrai que je me rends compte finalement que j'ai offert pas mal de temps de répit pendant ma carrière sans même m'en rendre compte. Parce que finalement, mon métier, c'est éducateur spécialisé et je me suis lancé il y a 4 ans maintenant en indépendant justement pour proposer mes services à domicile, en milieu scolaire et puis dans tous les accompagnements extérieurs qu'on peut imaginer. Et j'avais pas du tout pris en compte cette notion finalement que finalement il y a beaucoup plus que l'accompagnement éducatif qu'on propose et derrière il y a aussi beaucoup de temps qu'on apporte à la famille
On fait même peut-être de la guidance parentale à certains moments, on fait de l'accompagnement scolaire. Enfin, finalement, c'est un accompagnement qui est très complet, qui est très global et qui se fait assez naturellement parce que aussi on a cette expertise, vous l'avez dit, il y a 3 ans d'études, il y a beaucoup de mois de stage aussi qui nous permettent d'avoir cette approche professionnelle. Et les familles ont besoin d'être rassurées à ce niveau-là parce qu'elles ne peuvent pas engager un babysitter ou une tante, etc. Ça ne suffit pas. Il y a quand même besoin vraiment de cette approche différente que le professionnel peut apporter. Et du coup, moi, ça a été mon cas donc, il y a 4 ans quand je me suis lancé. Et très rapidement, je me suis rendu compte que d'une part, les familles n'avaient pas du tout cette information, que finalement être indépendant, c'était possible. Donc beaucoup de familles découvraient cette pratique. Et d'autre part, elles n'avaient pas du tout accès au profil des professionnels. Il n'y avait pas du tout d'outils qui permettaient de localiser les personnes. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de créer une plateforme de mise en relation directe entre les éducateurs donc professionnels et expérimentés et les familles d'enfants souffrant de handicap, de troubles du neurodéveloppement principalement, puisque ce sont des familles qui sont beaucoup à l'initiative de ce type de démarche. Et sur notre plateforme, je dirais que c'est 90% des personnes qu'on a. Et moi, j'ai continué à être sur le terrain, je continue toujours aussi à l'être, et je me rends compte à quel point voilà, c'est important d'avoir cette possibilité-là. Alors effectivement, il y a ce frein financier qui est permanent et qui touche énormément de familles. On commence à découvrir qu'il y a de plus en plus de solutions qui se mettent en place, notamment par le biais de la MDPH, certaines mutuelles. Voilà, il y a quelques financements comme ça à aller chercher à droite à gauche, mais effectivement, on manque encore de cette solution financière et surtout de ce besoin d'information et de relais d'information. Alors moi, je m'efforce avec la plateforme que j'ai créée justement à essayer de créer du lien, parce que je suis sûr que c'est ça finalement qui manque aujourd'hui au domaine médico-social. Et on y viendra, on y arrivera, parce qu'on n'est que dans le démarrage et je pense qu'il y a encore énormément de choses à créer. Mais en tout cas, l'idée, c'est que voilà, les associations puissent avoir les informations, puissent les relayer, que la MDPH puisse le faire également, et que finalement, tout ça soit un cercle et que ce soit la famille qui soit au milieu et vraiment qui puisse bénéficier de toutes ces informations-là pour savoir, ah bah, je suis à ce stade-là dans la reconnaissance du diagnostic, je suis sur liste d'attente d'une institution, et ben, je peux bénéficier de ce travail. Et on le sait, il est essentiel de pouvoir mettre en place un travail éducatif le plus tôt possible dans la vie de l'enfant, parce que c'est ça qui va déterminer aussi le développement de sa personne. Et du coup, voilà, je pense que, en tout cas, c'est extrêmement important que les psys, que les associations, que les instituts, les hôpitaux, etc., se relaient beaucoup plus les informations et puissent rediriger les familles de manière beaucoup plus efficace, quoi. Oui, j'en profite pour souligner qu'il y a une enquête européenne qui va être lancée là justement pour mesurer l'impact du bien-être de la famille sur le développement de l'enfant. C'est-à-dire que parmi les déterminants du bon développement de l'enfant, il y a aussi le bien-être de la famille. Et quand on agit au niveau du répit, on permet aussi à la famille de retrouver espoir, de retrouver aussi le sentiment d'agir en fait, dont on a vu tout à l'heure que ce sentiment d'impuissance, il est très négatif, il nous fait rentrer dans une spirale infernale. Donc effectivement, avoir des professionnels sur lesquels on peut compter pour du relayage, du répit, c'est un déterminant majeur aussi pour un bon développement des enfants, quoi. Donc en ce sens-là, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce sujet de la difficile émergence du répit, ou est-ce que vous voulez... Je voulais rajouter, c'est même l'impact, il a été mesuré sur le développement de l'enfant. Voilà, sur sa stratégie développementale. C'est-à-dire quand il y a, effectivement, quand les parents sont associés, quand les parents sont partenaires, quand les parents collaborent, sont dans un écosystème qui est favorable autour d'eux et autour de l'enfant, il y a un impact qui est très important au niveau de son évolution et de ses capacités développementales. Donc c'est quand même très très important. Et puis moi je voulais compléter sur je ne sais pas si vous avez trouvé votre modèle économique, parce que moi tous les éducateurs qui travaillent à leur compte, c'est quand même un peu compliqué. Alors je trouve ça très
très bien, mais pour l'instant, j'ai l'impression quand même qu'ils ont quelques difficultés financières parce que la MDPH donne que 23 € de l'heure et vous facturez à sans doute plus que 23 € quoi, hein, pour que vous en sortir financièrement. Oui, c'est sûr que généralement un éducateur spécialisé fixe son taux horaire un petit peu plus haut. On est plus aux alentours de 50 ou 60 € de l'heure. 50, ouais. Après, donc ça fait un reste à charge, quoi. Voilà, tout dépend de la zone géographique de l'éducateur, de son niveau de vie, etc. Effectivement, il y a beaucoup de complications au niveau administratif et financier. On a pas mal d'éducateurs qui ont recours au CESU. Aujourd'hui, les chèques emploi-service, c'est vrai que c'est une solution qui est souvent envisagée. Elle se perd quand même de plus en plus parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont auto-entrepreneurs aussi. Ils veulent montrer patte blanche parce que c'est un métier qui n'est pas encore reconnu en tant que profession libérale. Et du coup, on a envie de dire, voilà, nous, on joue le jeu, on est auto-entrepreneur. Et plus tard, on aimerait que vraiment ce soit reconnu pour que ce soit pris en charge. Ce serait quelque chose d'essentiel. Mais effectivement, il y a des freins assez importants. Alors voilà, quand on aime notre métier et que c'est vrai qu'on place l'humain avant tout, souvent on trouve toujours un petit peu des parades, on se fait payer un petit peu plus tard, on essaye de se débrouiller. Voilà, c'est comme ça, et parce que le cœur de notre métier, c'est vraiment de tendre la main à ces familles et de leur apporter un soutien. Mais effectivement, c'est un point extrêmement important à éclaircir pour les années futures. Est-ce qu'il y a des questions non plus? Attendez, je vais vous passer le micro, s'il vous plaît. Avec le micro, on enregistre les questions. Merci beaucoup pour le partage. J'ai trouvé très intéressant, enfin les 3 interventions très différentes mais très intéressantes. Moi, je voudrais juste revenir sur la relation avec l'école parce que vous avez parlé d'intervention dans l'école. Vous n'avez pas trop parlé au niveau de la psychologue, mais ayant été professeur dans une ancienne vie, je sais que c'est très compliqué en termes de ressources au niveau psychologue. Donc j'aurais bien voulu savoir si vous avez des témoignages sur la façon dont vous avez réussi à rentrer dans l'école. Parce que c'est quand même un endroit où c'est compliqué de mettre des projets en place. Il faut travailler avec l'inspection. Enfin, il y a plein de choses à respecter. Et j'aurais bien voulu avoir votre témoignage là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. Ouais, effectivement, moi je vais démarrer parce que c'est quelque chose que j'ai connu, et d'ailleurs dans les premiers mois de mon activité d'indépendant, où j'ai été sollicité par une association pour donc travailler en tant qu'AESH finalement auprès d'un enfant en individuel, et donc j'ai accepté finalement de passer par le rectorat. Donc j'étais engagé par le rectorat en tant qu'AESH. Et quand je faisais des heures en plus avec la famille chez eux ou dans des accompagnements extérieurs, voilà, j'étais rémunéré par la famille. Mais quand je vous disais tout à l'heure qu'on essaye toujours de bricoler un petit peu, c'est aussi comme ça que ça peut se passer. Donc c'est vrai que c'est une solution. Après, tout dépend des établissements. Je crois que tous les établissements scolaires ne sont pas d'accord de la même manière d'intégrer un professionnel parce qu'ils n'ont pas forcément cette visibilité sur ses diplômes, sur son casier judiciaire, etc. Donc ils ne sont pas toujours d'accord. Et j'ai pu travailler également en école privée. Donc là, forcément, c'était plus simple. On avait juste besoin de l'accord de l'établissement pour pouvoir le faire. Mais effectivement, c'est un frein aujourd'hui supplémentaire justement à l'intervention de professionnels qui vont être vraiment en plus expérimentés et adaptés à ce type de profil, ce qu'une AESH n'est pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de formation. Finalement, ces personnes-là ne sont engagées que sur leur bonne volonté. Il y a très très peu de tests au préalable, donc c'est aussi une grosse problématique. Donc il faut que tout ça soit réglementé, soit encadré, et moi en tout cas au titre de mon entreprise, c'est des démarches que je suis en train de faire, et je suis déjà en lien avec des gens au ministère, donc voilà, on essaie de faire évoluer les choses à ce niveau. Oui, comme vous interpellez la psychologue, je répondrai. Alors, par rapport aux enfants, ça, en tout cas, à ma connaissance, en effet, à l'Éducation nationale aujourd'hui, les psychologues qui sont recrutés sont des psychologues cliniciens. Ça a changé.
Et ça peut dire que tout change, hein, mais... et ensuite, moi j'interviens aussi auprès de CESAD. Donc là, il y a des collègues psychologues qui interviennent au sein des écoles, mais ça vous connaissez. Bon, moi je connais pas bien, en revanche, l'accompagnement auprès des enfants. En revanche, sur les aidants, ce dont je peux témoigner, c'est que l'éducation nationale, alors, ça n'engage que moi, c'est un gros mammouth. Ils ont du mal à bouger. Et pardon ? C'est vrai ? Pardon. Bon, alors je reprends. Non, mais en tous les cas, il y a eu des projets, par exemple, qui ont été menés pour les jeunes aidants. Moi, je suis formatrice sur les jeunes aidants. Et c'est vrai que autant il y a un ministère qui a alloué des fonds pour aller former les professionnels de l'éducation nationale, le ministère de la Solidarité et la cohésion sociale, mais en revanche, c'est pas coordonné avec l'éducation nationale. Donc la problématique a été là pour pouvoir sensibiliser et ça a mené des freins. Jeunes aidants, familles, importance aussi de l'écosystème autour de l'enfant. Aurélia, on a le temps de prendre une autre question ou... Rapidement, Madame Jolin, je trouvais très intéressant l'approche que vous avez du brouillard dans lequel est l'aidant et comment vous arrivez justement à structurer, à proposer. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vous avez évoqué que vous faites entre guillemets du sortant, c'est-à-dire que vous allez vers l'aidant. Alors, je voulais savoir sous quelle modalité, parce que ça me semble essentiel. Parfois, l'aidant, il n'a pas la force, il n'a pas l'énergie d'engager des démarches. Alors ça, c'est toute la question de l'aller vers, et c'est au cœur de notre association. D'abord, on travaille beaucoup sur orientation de professionnels, et ce qui facilite aussi l'identification. Excusez-moi, j'ai des mots un peu projet, c'est pas ça déshumanise, mais... donc en tout cas, ça facilite la demande. Nous, on contacte des gens qui sont consentants, mais pas toujours demandeurs. Ça vous parle ? Voilà, donc ils sont comme repérés ayant un besoin, en gros, voilà, par des professionnels, et du coup, ils acceptent qu'on les contacte, et puis on leur parle. Deuxième chose, c'est qu'on a mis en place un programme qu'on a adapté aussi pour les parents aidants grâce à BabySafe, et de manière à pouvoir en effet avoir parfois aussi des supports pour des gens qui auraient du mal à élaborer et être en demande. Comme ça, on sensibilise sur l'impact de la relationnelle. Ensuite, on fait du domicile, vous voyez, on est engagé. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal en effet à sortir. On a aussi des partenariats, nous on est basé sur la région parisienne, avec des communes. Donc on va sur des permanences. Et puis on fait, comme avec BabySafe aussi, de la téléconsultation, vraiment sur des situations quand... Mais vous voyez, on met le paquet pour faire la rencontre, enfin que la rencontre soit au cœur, en présentiel, et après on trouve encore des... Voilà. On va peut-être terminer là-dessus. Effectivement, il y a cette notion de cloisonnement, que je crois qu'il faut insister là-dessus. C'est vrai que les familles, elles sont heurtées à différents systèmes. Il y a le système école, il y a le système médico-social, et qui fait que le parent est chef d'orchestre, en fait. Et c'est à lui d'aller taper à la porte. Et c'est vrai qu'au moment où on arrive du répit, c'est là où on n'en peut plus, en fait. Et à ce moment-là, on va chercher une solution. Mais si cette solution ne fonctionne pas, on va pas s'évertuer à en trouver d'autres. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important à souligner. Oui. Et du coup, pour compléter, on fait quelque chose, mais j'en parle pas tellement c'est innovant. On va dans les entreprises. Ça, c'est important de le souligner parce que c'est aussi un petit peu un des axes. C'est comment est-ce qu'on va mobiliser les entreprises pour nous aider à aider les aidants. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, une courte pause de quelques minutes avant de nous retrouver pour la troisième table ronde. Tout à fait.